Moscou et son charme romantique, son tram, ses chats et sa salle d'arcade. Attendez, une salle d'arcade russe ? Le musée de jeux automatiques soviétique est effectivement l'unique représentant d'une espèce en voie d'extinction, le jeu d'arcade soviétique. Началась вся эта история лет 6 назад, когда мои друзья хотели поставить морской бой себе домой. Ну и началось. Нашли один автомат, еще один, и так заполнился гараж автоматами, потом еще один гараж, а потом решили сделать музей. Вы сейчас находитесь в третьем помещении музея, мы уже дважды переезжали, потому что, на мой взгляд, у нас органический рост. Сначала мы были в подвале на Первомайской, потом в небольшом помещении на Третьяковской, и сейчас, надеюсь, надолго уже обосновались на Бауманской, в таком прекрасном помещении бывшей фабрики «Красная тачка». Лет 100 назад территория так называлась. У нас вы можете увидеть, наверное, больше 50 различных типов советских игровых автоматов и почти во все из них поиграть. Le premier contact du peuple russe avec le jeu vidéo a lieu en 1971. Cette année-là, le parc Gorky à Moscou accueille une exposition salutaire sur les jeux vidéo. Des machines sont alors installées et une poignée de soviétiques découvre les joies des bornes d'arcade. Fort du succès de cette première, l'URSS décide à son tour de produire des jeux électroniques. Seulement voilà, la distribution à travers le gigantesque territoire russe est très inégale. On en retrouve principalement à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, Togliatti, Samara, Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg, Kazan, Minsk, Sotchi, c'est-à-dire à l'ouest. Sibérie, Extrême-Orient, Asie centrale n'en verront jamais vraiment la couleur, soulignant les différences entre républiques et régions. La firme Soyuz Attraction s'occupera de la conception de bornes de jeu. Si les premiers titres sont créés dans les années 70, la période coïncidant avec la glasnost sera la plus faste. Souvent, les jeux automatiques sont d'ailleurs reliés à la perestroïka. Собственно, может быть, вы уже знаете, что большинство советских игровых автоматов — это копии американских и японских машин 50-60-х годов. В городке один из немногих удачных примеров разработки автомата именно советскими инженерами. Может быть, не сделали в Японии и в Америке, потому что нет такой игры и нет культуры игры в городке. Les jeux de première génération siphonnent donc sans vergogne les concepts des titres occidentaux, à commencer par Sea Rider de Midway, lui-même repris de Periscope, un jeu Sega réalisé en 1968. L'URSS en fait une version sous le nom de Bataille maritime. Cette copie s'avère même supérieure à l'original en termes de qualité de construction et de matériaux utilisés. Une version à 2 joueurs paraîtra un peu plus tard. De nos jours, Bataille maritime est devenu un jeu culte en Russie. Assez rapidement, l'URSS se démarquera de la production occidentale ou japonaise en créant ses propres systèmes et des jeux originaux. Le système le plus célèbre est le TIA-MC1, acronyme signifiant Jeu télévisé automatique, couleur sur plusieurs cadres. Il a été développé par Vinnytsia en Ukraine par la compagnie Extreme Ukraine. Extreme Ukraine était alors dirigé par Vadim Gerasimov, le très jeune codeur de Tetris, aujourd'hui ingénieur chez Google. La firme ukrainienne s'est depuis émancipée dans la fabrication de machines à sous. On retrouve sur TIA des jeux inspirés de contes russes et de littérature étrangère. Kotigoroshko, le petit cheval bossu qui inspirera Tezuka Osamu pour sa dernière œuvre Magie Bleue, L'île au trésor, La Reine des Neiges. Le TIA accueille aussi des jeux plus classiques, un billard électronique, Istribitel, un shmup en noir et blanc, un jeu équestre ou encore différents jeux de course. Где построили автоматы? Автоматы строили по всему Союзу и строили их на 22 военных заводах. Некоторые известны, некоторые находились в Москве, в Риге, в Грузии. А некоторых неизвестны, известен только абонентский ящик, потому что они были секретные. Но, может быть, благодаря тому, что автоматы делали на военных заводах, можно в них и сейчас поиграть. Pour parler de jeux d'arcade, les Russes ont 2 mots. Ils parlent de jeux automatiques et de jeux d'arcade. Le jeu automatique intègre la notion d'art forain de manière implicite. Les premiers jeux étaient d'ailleurs plus artisanaux, avec des décors parfois peints, des mécanismes rudimentaires, lumière qui clignote et bip-bip réguliers. Les jeux automatiques sont en quelque sorte une translation miniature des jeux forains dans les lieux publics. Parcs, aéroports, boutiques, piscines, gares, sanatoriums, ce que confirme Maxime. В советское время можно было играть в общественных местах, на вокзале, в домах культуры, в парках, в военных лагерях, в военных частях. Le mot arcade est utilisé seulement par les connaisseurs de jeux d'arcade japonais. Une caste encore peu représentée en Russie qui joue plutôt sur ordinateur. Arcade fait référence à la typologie arcade, au genre, à la philosophie et non à la borne elle-même. Les salles de nouvelle génération possèdent de nombreuses attractions telles que le lancer franc, le tir à la carabine, le hockey sur glace de table et finalement très peu de bornes ou de jeux vidéo.
Après avoir développé une telle identité, puis sorti sur micro-ordinateur ce qui est certainement le jeu vidéo le plus célèbre de la planète, Tetris, comment expliquer la chute des salles d'arcade en URSS, puis dans la jeune fédération de Russie? Закрывали их поэтапно, но, наверное, как произошла деноминация, появились новые деньги, тяжело стало их поддерживать, заводы перестали производить там запасные части, все по чуть-чуть стало закрываться и пропадать. Потом открылся рынок, появились японские и китайские автоматы, там наряду с американскими. Там старались людей появились разные развлечения. Раньше-то почти никуда нельзя было пойти, и поэтому в залах с игровыми автоматами были очереди. Они продолжали смотреть, как играют другие, и получать удовольствие от чужих игр. Historiquement, les anciennes républiques slaves orientales produisent d'ailleurs essentiellement pour ordinateur. Les rares jeux exportés possèdent une rigueur historique et topographique particulièrement poussée. On pense au IL-2 Sturmovik russe, au World of Tanks biélorusse ou au Stalker ukrainien. De même, en compétition, les équipes russes excellent dans les RTS ou en FPS, des genres typiquement clavier-souris. Vous les verrez plus rarement avec un stick en main. Ce n'est donc pas un hasard si vous retrouverez ici plus l'ambiance foraine qu'arcade. La frontière entre la fête foraine et le jeu vidéo est donc assez floue. Comme ce jeu de tank téléguidé où le plateau est entièrement peint, les baby-foot soviétiques où l'alignement des joueurs n'est pas le même que dans le baby classique, les pachinko aux couleurs des plus grandes équipes de football soviétiques. Avec l'explosion du rétro gaming en France et dans le monde occidental, on pourrait se demander quel rapport les Russes entretiennent aujourd'hui avec leur patrimoine vidéoludique. D'autant que Maxime et son équipe ont ouvert une nouvelle salle l'été dernier à Saint-Pétersbourg. Alors, un vent de nostalgie souffle-t-il sur la Russie? Я не думаю, что прям совсем уж такая ностальгия по играм, но если приходят люди, которые в них играли и хотят поиграть еще, то, наверное, какая-то память о прошлом остается. Но помимо тех, кто приходит к нам в 30-40 лет, кто застал их, очень много молодых ребят, которые никогда этого не видели, много иностранцев, которые не могли их нигде увидеть, потому что был железный занавес, и почти невозможно было попасть в СССР. Им тоже нравится. Даже дети, которые имеют доступ к современным приставкам, тоже приходят вместе с родителями, играют и получают колоссальное удовольствие. Как правило, в зале игровых автоматов было существенно меньше машин. Только в московских большие парки могли позволить что-то соизмеримое по размерам. А так, если было 7-10 автоматов, в которые можно было поиграть, это уже хорошо. La salle de Basmani possède des pièces assez exceptionnelles. Comme ce jeu de code de la route, cette espèce de Dance Dance Revolution soviétique tout droit sorti des années 80 bien avant le célèbre jeu de Konami, des Game & Watch russes appelés Electronica, un Snake soviétique, ou encore ce Goroki virtuel, un modèle unique au monde. Le Goroki est un jeu russe traditionnel autrefois très pratiqué, une espèce de pétanque russe que Lev Tolstoï aimait pratiquer. Tout y est rétro jusqu'au bout des ongles, des pièces de 15 kopecks soviétiques que l'on insère dans les monnayeurs, jusqu'aux distributeurs de soda estampillés URSS, soda à l'estragon ou à la poire, des classiques ici. La salle présente aussi une rareté mondiale. Avis aux amateurs d'objets insolites, voici une borne d'arcade provenant de la RSS de Géorgie. La typographie est elle-même géorgienne, une vraie merveille qui plus est très propre et parfaitement jouable. Le musée des jeux automatiques n'est pas vraiment un musée, ni une salle d'arcade classique telle qu'on peut la concevoir en Occident ou au Japon. Le soir, il peut se transformer en salle de conférence, de cinéma ou d'expo. Pas vraiment une salle d'arcade donc. Ici, le score n'intéresse d'ailleurs personne et la parité est respectée.